La programmation, c'est un peu comme une recette de cuisine. Sur le papier, ça a l'air simple. Tu mélanges quelques ingrédients, tu enfournes et voilà. Bien sûr, en cuisine, on peut trouver des commis, des chefs de partie, des chefs plus ou moins étoilés. On ne cuisine pas tous avec les mêmes ingrédients, ni même avec les mêmes ustensiles, mais tout n'est qu'un assemblage d'ingrédients. Mais alors, pourquoi plane-t-il toujours ce mythe du métier impossible à comprendre pour les autres? L'informatique serait-elle devenue le secret le mieux gardé depuis la cuisson du fondant? Et surtout, est-ce qu'on a encore vraiment besoin de savoir ce qu'il y a derrière l'ORM pour réussir son plat? Pour répondre à ces questions en toute simplicité, je ne reçois pas Norbert Tarrer, mais il connaît la recette des meringues. Adnan, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Adnan, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Alors, je m'appelle Ananaïta. Je suis tombé dans la tech quand j'étais, on va pas dire tout bébé, mais j'ai appris à lire en même temps que j'ai appris à utiliser un ordinateur. J'ai fait plein de choses durant toutes ces années. Et aujourd'hui, là, depuis 5 ans, je suis cofondateur et CTO de Sherlock, où on faisait à la base du cadenas partagé pour vélo et maintenant de l'assurance vélo. Ok. Quand on s'est contacté pour faire cet épisode, on avait des points de vue, alors pas forcément en opposition, ni forcément complémentaires en tout cas, parce qu'effectivement sur ce podcast, j'ai partagé à plusieurs occasions que j'avais une vision un peu, qu'on avait un métier qui s'était beaucoup complexifié. Je prends souvent l'exemple du front, qui dans les années 90-2000, c'était juste de l'intégration HTML, et aujourd'hui, c'est un vrai métier, c'est une vraie techno aussi complexe que plein d'autres technos. Et que donc, il m'arrive de dire sur ce podcast que le métier de dev full stack, à mon sens, a peut-être beaucoup moins de sens que ce que ça pouvait être il y a 10 ans, 15 ans ou même 20 ans. Et toi, ce que tu me disais, c'était l'inverse, c'est qu'au final, on fait un métier qui est assez simple, qui a toujours été assez simple, et pour reprendre tes propos, qu'il suffit d'apprendre. Alors, c'est pas exactement ça. Je dis que le métier est de plus en plus simple. De plus en plus simple. Si on reprend un peu l'histoire, les premiers ordinateurs à programmer, bon courage. Puis on en est venu aux cartes perforées, où pour arriver à faire un programme, il fallait une armée de personnes pour être capable de faire juste un Hello World sur des cartes perforées. Puis on est venu à des langages compilés, de l'assembleur déjà, qui permettaient directement de programmer le microprocesseur. Puis on a créé des couches d'abstraction au-delà pour simplifier le C, le C++, à tel point qu'à l'époque, on considérait que les gens qui faisaient du C, du C++ n'étaient pas des informaticiens, parce qu'en fait, ils ne savaient pas comment ça marchait en dessous. Oui, parce qu'effectivement, quand le C et le C++, quand le C est arrivé, les développeurs assembleurs considéraient que le C, c'était trop haut niveau. Mais le C a été inventé pour donner accès à la programmation informatique à plein de gens, peut-être pas à tout le monde, mais à plein de gens qui avant n'avaient pas cette capacité-là. Puis on a créé des langages encore plus haut niveau. Après, Java, c'est toujours un long débat, mais si on parle du JavaScript, du Python, du Ruby, on peut relativement simplement considérer que c'est des langages encore plus haut niveau. Et aujourd'hui, avec l'IA, on se pose même la question de est-ce que l'IA ne serait pas, enfin les LLM, ne serait pas juste une couche d'abstraction supplémentaire, moins déterministe, et donc ce qui peut causer un peu plus de problèmes, mais est-ce qu'elle ne serait pas une façon supplémentaire de simplifier encore cet empilement technique. Quand on regarde... Il y a 40 ans, la plupart des gens comprenaient comment marchait un microcontrôleur, un microprocesseur, ce que c'était des portes logiques,
qu'est-ce qui allait s'exécuter dans la machine. Même les premiers développeurs C comprenaient comment ça allait être compilé et traduit finalement d'un langage vers un autre. Donc, la compilation, c'est ça. On en est arrivé à d'autres langages comme le Java où on n'a pas directement traduit en code compréhensible par la machine, mais en code compréhensible par une machine virtuelle qui, elle, va se charger de l'exécution et de la transposition d'instructions au niveau du microprocesseur, à des langages interprétés purement, donc sans se passant de la machine virtuelle, comme au début le Ruby, dans une certaine mesure le Python. On pourrait dire que le Python, il y a une transpilation d'abord vers un espèce de pseudocode et puis après une exécution, vers des langages purement interprétés comme le Node, le JavaScript ou ce genre de choses. Donc on est parti de quelque chose qui était extrêmement complexe, qui demandait une somme de temps faramineuse pour finalement accomplir très peu, à aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus simple, et qui nous permet, avec très peu, de produire ce qui nous paraissait, en tout cas, faramineux. Parce que si ça se trouve, dans 30 ans, on aura encore inventé d'autres paradigmes et d'autres choses qui vont encore paraître que ce qu'on fait aujourd'hui est extrêmement complexe comparé à ce qui sera disponible dans une trentaine d'années. Ouais. Je me permets une petite digression. Je l'ai partagé sur un seul épisode, donc peut-être que tout le monde ne l'a pas écouté. Tu parlais tout à l'heure des débuts de la programmation sur les cartes perforées. Est-ce que tu savais que c'est de là que nous vient le terme patch ? Quand on fait un fixe en programmation, on appelle ça un patch. Oui, c'est parce qu'on mettait un bout de scotch sur la carte pour combler le trou. Exactement. Ouais. Je trouve cette information sympa. Mais d'ailleurs, tu sais d'où vient le mot bug ? Alors, j'ai beaucoup entendu l'histoire comme quoi il y avait un vrai insecte qui a été trouvé quelque part, mais j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que en fait, le mot bug serait apparu avant qu'on trouve ce fameux insecte et que du coup, il aurait été scotché sur la feuille en disant que pour une fois, ils avaient trouvé un vrai bug, un vrai insecte dans le... Je sais pas, moi je connaissais l'histoire de l'insecte à une époque même avant les cartes perforées où on était avec des ordinateurs à diode, ce genre de choses, voire des ordinateurs mécaniques et avec l'insecte qui posait effectivement un problème dans l'ordinateur en question. D'ailleurs, les premiers microprocesseurs avaient des problèmes aléatoires qu'on avait du mal à expliquer. Et donc, on a dû implémenter des mécanismes au niveau du processeur de correction d'erreurs parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de rayonnements, je ne sais pas d'où ils viennent, du soleil ou cosmiques, qui venaient potentiellement altérer des bits de manière aléatoire à l'intérieur du microprocesseur. Et donc, on a implémenté des mécanismes de correction d'erreurs pour pallier à ces problèmes-là dans les microprocesseurs. Et aujourd'hui, avec les ordinateurs quantiques, on se retrouve finalement, la difficulté aujourd'hui, c'est pas de manipuler le qubit, c'est d'être capable d'avoir des qubits résilients aux erreurs sans que ça démultiplie la taille du système qu'on est obligé de construire pour avoir cette erreur-là. Donc la grosse bataille, ça va être combien de qubits je suis obligé effectivement d'avoir pour être capable d'avoir un qubit reliable. Je vois. Tant qu'on est sur les termes, est-ce que tu sais aussi pourquoi on parle de hardware et de software ? Non. En fait, c'est comme sur les matelas, en fait. Et donc, parce qu'en fait, t'as le hardware, qui est là, parce que c'est la dureté du matelas. T'as des matelas qui sont résistants, middle ou mou, donc hard, middle, software. Et c'est pour ça qu'on a le hardware, le middleware et le software. Ça vient de ces trucs-là. Je n'étais pas au courant de ça. J'avoue, je vais devoir chercher après mais derrière, voir si c'est vrai. Je t'en prie. Je suis dubitatif, mais ok. Je reboucle je ferme cette digression. Tu parlais effectivement au début, on a eu donc des langages compilés, et après avec un certain niveau de langage interprété, et que maintenant on peut considérer grâce au LLM qu'au final le langage usuel est devenu un mode de programmation. Est-ce que malgré tout, le métier de développeur et de développeuse, maintenant qu'il utilise, on va dire, le langage usuel, en reste un métier accessible à tous et à toutes? Je pense pas. Le métier de développeur, en fait, le problème, c'est qu'on a eu tendance
à considérer, et je pense plus ces 20 dernières années qu'avant, à considérer que le métier de développeur, c'était d'écrire du langage machine, du langage compréhensible par la machine. Le métier de développeur ou d'ingénieur développeur n'a jamais été d'écrire du langage machine. Le métier, c'est de comprendre une problématique et de trouver une solution à cette problématique. Le langage machine n'est qu'une manière d'instruire la machine de quelle solution on a trouvé et de pouvoir conduire la machine à régler le problème d'un point de vue algorithmique. Mais le métier n'a jamais été d'écrire. Et donc le gros problème de ça, et c'est pour ça qu'aussi on a aujourd'hui beaucoup de développeurs qui disent « Moi, je ne suis pas développeur, moi, je suis artisan du code, je suis craftsman, je suis machin. » Désolé si vous voyez là-dessus, mais c'est parce qu'on a mis au même niveau deux populations qui ne faisaient pas du tout le même métier. Et il y avait une population qui, effectivement, était des gens qui construisaient des architectures, qui pensaient des choses, qui résolvaient des problèmes, avec des gens, entre guillemets, façon de parler, mais qui n'étaient là que pour écrire du langage machine. De la même manière que quand on avait les cartes perforées, il y avait les gens qui écrivaient les algos et il y avait les gens qui perforaient les cartes pour pouvoir feeder la machine par rapport à l'algo. Bah oui, mais c'était pas le même métier exactement. Et donc effectivement, est-ce que le métier d'ingénieur en développement change avec les LLM ? Ma conviction personnelle est que non. C'est le même métier de je comprends un problème, j'apporte une solution au problème, j'expérimente éventuellement pour voir est-ce que la solution que j'apporte, elle marche pas, etc. J'évolue et je vais trouver des solutions toujours plus satisfaisantes, voire des problèmes toujours plus complexes à résoudre. La partie langage de code est finalement qu'un accessoire. Et c'est pour ça aussi qu'on a un problème à la fois dans l'éducation par rapport à ces métiers-là et dans le recrutement que font certaines sociétés. Vous avez des sociétés qui, pour le recrutement, vous posent un problème en mode, ça peut être un problème algorithmique, ça peut être un problème de j'ai une super liste compliquée avec tant d'éléments, fais-moi un algo de tri. Et les gens se disent, ouais, mais en fait, du coup, il faut que je bachote ça. Et pourquoi ils me demandent ça ? Est-ce que vraiment connaître par cœur l'algo du tri à bulles ou l'algo du tri par dichotomie ou l'algo du... Est-ce que c'est vrai ? Non, c'est pas ça qui est important. Ce qui va intéresser le recruteur, c'est de te poser une problématique, si possible une problématique auquel tu n'as pas été confronté, de voir comment tu raisonnes et d'essayer de voir comment, en influant sur ton raisonnement, comment tu vas te comporter. Pour tester deux choses. Un, ta capacité à régler un problème. Et deux, ta réactivité face à un feedback donné ou à l'évolution d'une situation. Et donc, il y a des boîtes qui recrutent comme ça. Et il y a d'autres boîtes qui te disent ouais, fais-moi un test technique qui peut être plus ou moins complexe. Ça va du fais-moi un foubar. Oui, bon, ok, tu sais parler le langage de la machine et me faire une boucle avec un if. Super. Je veux dire que tu prends quelqu'un qui ne sait pas faire ça. Combien de temps il faudrait pour lui expliquer ? Pas grand-chose. Pour peu que la personne ait envie d'apprendre. Mais pas grand-chose. Donc, est-ce que c'est ça vraiment le sujet ? Je ne sais pas. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se rebellent aussi contre ces tests techniques-là. Après, il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, j'ai un test technique qui est vachement plus élaboré parce que je te donne à la maison à coder une API qui doit faire ci, qui doit faire ça, et je vais regarder comment tu as structuré le projet. Est-ce que tu as utilisé des principes solides ? Est-ce que tu as bien écrit ton README ? Est-ce que tu as mis en place du linting, ce genre de choses, etc. » Oui, ça peut être intéressant, etc. de voir, mais est-ce que, encore une fois, c'est ça la problématique ? Je ne sais pas. Pour moi, c'est pas ça le métier de développeur. Le métier de développeur, c'est comprendre une problématique et le métier n'est accessoire. C'est pour ça que je suis parfois pas mal embêté par des gens qui me disent « Ah, moi, je suis développeur PHP » ou « Moi, je suis développeur JavaScript » ou « Moi, je suis développeur Python ». Ça n'a pas de sens. Un langage de programmation, sauf quelques-uns, c'est une trentaine de mots-clés. Allez, 40 mots-clés. Alors, il y en a certains qui en ont 100, 125, qui en pinaillent. Mais comparé à une langue humaine où on estime qu'il faut 3000 mots pour être capable de parler à peu près correctement la langue, hormis la grammaire et les règles de grammaire, de conjugaison et tout ça, il faut connaître 3000 mots. Là, il faut en connaître vraiment pas beaucoup. Limite, on peut les avoir sur une cheat sheet à côté au début.
Et les 3 premiers jours, on va avoir la petite ref à côté, et puis au bout de 3 jours, on n'aura plus besoin de la ref. Donc, c'est marrant parce que et un certain nombre de design patterns à comprendre qu'on pourrait estimer, si on fait le parallèle avec l'humain, avec des règles de conjugaison, une grammaire, pour tel type de langage, qui soit impératif, fonctionnel, objet, etc. Il y a un certain nombre de patterns qui existent, qui sont utiles dans certains cas de figure, qui sont à apprendre, mais qui sont réplicables sur tous les langages qui, plus ou moins, respectent ces patterns-là. À quelques subtilités près. Genre, l'objet en JavaScript, c'est pas tout à fait de l'objet. Il faut comprendre un peu la subtilité par rapport à du Java ou du C++. Et même entre Java et C++, l'objet n'est pas tout à fait pensé de la même manière et c'est pas exactement les mêmes patterns. Mais n'empêche, si vous avez vu l'un des trois et que vous le maîtrisez, le passage de l'un à l'autre, il va se faire assez facilement. C'est pas très compliqué. Moi, je recrute des ingénieurs qui, généralement, n'ont jamais utilisé les technologies qu'on utilise. C'est marrant parce que ton propos sur le fait que le code n'est qu'un outil, ça me rappelle mon premier maître de stage, dont j'ai pas mal parlé sur les premiers épisodes, mais c'est vrai que je réalise que ça fait quelques années peut-être que je ne l'ai pas recité, mais qui m'a donné une phrase qui est quand même restée avec moi. C'est quand je suis arrivé dans mon stage, il m'a dit bravo, t'as appris un outil, maintenant il faut que tu apprennes un métier. Parce qu'effectivement, c'était exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, le code, le langage, en fait, ce n'est qu'un outil, mais il faut que tu apprennes maintenant à utiliser ton outil dans un contexte où ton outil a de la valeur ou apporte de la valeur. Et on a le même problème dans l'administration système, où il y a des gens qui ont tendance à se dire « Ok, moi je suis admin 6 parce que je sais dans mon firewall ou mon load balancer A10 que les boutons, il faut cliquer là pour faire ça, ou dans Active Directory, ça se configure ici, ça se configure là, etc. etc. » Et puis, tu as des autres admin 6 qui, non, ils comprennent comment ça marche l'architecture de serveur. Ils savent que quelque part, il doit y avoir un paramètre. Ok, ils vont le chercher, ils vont le mettre. Mais le fait de savoir où il est n'est pas la question. Le fait de comprendre, par contre, si on reprend le parallèle sur l'admin 6, comment ça marche un réseau, c'est quoi les différentes couches du layer OSI, comment tout ça, ça a été construit, qu'est-ce que c'est que des I/O, comment ça marche un file system, etc., me semble plus importante que de savoir précisément sur telle ou telle technologie d'outil utilisé, comment ça marche sur cet outil-là. Ouais. Mais tu vois, j'entends que... alors, une partie de ce que... Enfin, pardon. Ce que je comprends de ton propos, c'est que la base de notre métier, c'est pas de tout connaître, mais c'est d'avoir en fait une culture. Tu parles là de l'admin 6 qui sait comment fonctionne un file system, qui sait comment fonctionne le réseau. Tout à l'heure, pendant notre digression, tu nous parlais de ces interférences sur les microprocesseurs. Tu vois, donc c'est un ensemble de choses qu'il faut connaître un peu pour savoir appréhender les différents problèmes qui peuvent se présenter dans notre métier d'ingénieur. Mais quand je vois en fait toutes les couches d'abstraction qui s'accumulent aujourd'hui dans nos différents métiers, en fait, les gens aujourd'hui sont extrêmement loin de la machine en tant que telle. La semaine dernière, je faisais justement le refacto d'un épisode qui a généré l'extrait qui a le plus buzzé sur TikTok, où il y avait le responsable Android de Deezer qui disait, qui regrettait de voir de plus en plus de gens en entretien qui ne connaissent pas la différence entre TCP et UDP. Et en fait, dans les commentaires, ça a explosé avec plein de gens qui disent « Mais moi, je fais du React, en fait, j'en ai rien à foutre de la différence entre TCP et UDP, parce qu'en fait, c'est très loin de moi. » Mais en même temps, toi, dans cette démarche d'ingénieur, tu peux te dire « Bah ouais, mais en fait, ça peut être bien de quand même connaître ces éléments. » En fait, et c'est aussi de ça dont je parle quand je parle qu'on a un métier qui s'est complexifié. C'est que pour avoir cette culture générale de la tech, aujourd'hui, il faut maîtriser beaucoup plus de concepts que ce qu'on avait il y a 20 ans ou 30 ans. Mais je trouve pas. Parce que si tu me reprends l'exemple de TCP/UDP, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était déjà TCP/UDP. Mais des protocoles réseau, t'en as d'autres qui se sont ajoutés sur le tas. Bah, pas tant que ça. Hein. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on marche encore en IP majoritairement. Ce qui sert pour les backbones d'Internet, BGP, etc., c'est les mêmes qu'il y a longtemps. Alors, on pourrait considérer que les protocoles peer-to-peer soient une évolution, effectivement, sur ces 30 dernières années, mais encore, même il y a 20 ans, il y avait déjà ces protocoles-là.
On pourrait dire la machine, oui, mais maintenant on a du Docker, donc on n'a pas seulement de la virtualisation de machine, mais on a système de containers, etc. Et j'ai envie de dire, ça aussi, ça a 20 ans. Alors oui, on a construit beaucoup d'outils par-dessus. On a construit du Kubernetes, on a construit du Helm, on a construit énormément de choses pour manipuler finalement ces concepts-là. Mais les concepts, ils ont très peu bougé. Même en intelligence artificielle, on a eu les transformers qui ont conduit à plein de nouveaux outils assez sympathiques. Mais il n'y a pas une évolution radicale du domaine. C'est pour ça qu'ils continuent à inviter Yann Lequin et compagnie, alors que leur recherche, elle date quand même un peu, tu vois. Et pourtant, elle est d'actu. Mais tu vois, donc maintenant, si on prend le métier de dev, on nous demande de comprendre effectivement tout un ensemble de sujets d'IA liés au LLM et comment on les implémente et compagnie. Il faut maîtriser bien évidemment des sujets plus classiques, on va dire, de fonctionnement d'un système, mais il faut aussi comprendre le réseau. Il y a aussi des problématiques de cybersécurité. Donc tu vois, tu as un ensemble quand même de sujets qui s'accumulent, qui sont des sujets qui étaient moins prenants ou qui étaient moins présents quand on remonte un peu dans le passé. Alors, il faut faire la différence entre comprendre le sujet et avoir connaissance du sujet et la maîtrise du sujet en tant que tel. C'est-à-dire, généralement, quelqu'un qui vous dit je suis triste que vous ne connaissiez pas la différence entre TCP et UDP, je pense qu'il parle du principe même de pourquoi TCP, pourquoi UDP. Il ne parle pas du fait dans le header TCP, que le premier bit c'est ça, que le deuxième bit c'est ça, que le troisième bit c'est ça, et que dans le header UDP, le premier bit c'est ça, le deuxième bit c'est ça, le troisième bit c'est ça. Donc, il y a une différence entre maîtriser à 100% le sujet et comprendre exactement, ok, en fait, sur de l'UDP, c'est absolument ces bits-là dans l'header, etc. Et généralement, ce qu'on demande aux gens quand on leur parle de la différence entre TCP et UDP, c'est le fait qu'il y en a un qui a un acknowledge et l'autre qui n'a pas d'acknowledge. C'est tout ce que généralement, on va vous demander de savoir. Et de comprendre que ça, c'est construit par-dessus IP et que IP est construit encore par-dessus d'autres couches un peu plus basses, etc. Et qu'au-dessus de votre TCP, vous avez par exemple du HTTP ou du FTP qui sont des protocoles au-dessus. Alors, pour revenir à ta question de « moi, je fais du React, pourquoi j'aurais besoin de comprendre ça ?» Dans plein de cas, tu n'as pas besoin. Tu ne seras pas impacté. Soit parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe qui le sait, soit parce que à aujourd'hui vous n'avez pas cette problématique là, mais tôt ou tard peut-être que la boîte va grossir, que vous allez être dans un mode où vous allez vous poser la question de ah ouais mais là on aimerait bien que le flux de données soit inversé, on aimerait bien pouvoir accélérer l'application dans certains cas parce que ce message là en fait il n'est pas ultra critique et j'aimerais bien qu'il parte, mais s'il part pas tout le temps, c'est pas trop grave parce que c'est juste pour de la stat, mais en même temps, j'ai pas envie d'attendre parce que j'aimerais bien que machin. Le fait de comprendre que TCP existe, que UDP existe, va vous amener peut-être à chercher, à comprendre qu'il y a des choses qu'on appelle les WebSockets, alors on est toujours en TCP, ou qu'il y a d'autres outils qui permettent de l'utiliser. On va parler souvent de choses comme du Kafka ou ce genre de choses qui aussi ont tendance à toucher à ces sujets-là. Donc oui, fondamentalement, vous n'en avez pas besoin à l'instant T. La question, c'est, surtout avec les LLM et le fait que l'aspect écrire purement du langage machine est quelque chose qui a perdu de la valeur, qu'on le veuille ou non, parce que c'est capable globalement de le faire. Et donc ça ne veut pas dire qu'on devient inutile, mais ça veut dire qu'une personne peut probablement produire ou pourra probablement produire à terme l'équivalent travail de ce qu'avant on avait besoin de 2, de 3, peut-être de 4 personnes. Donc forcément, les places vont devenir un peu plus chères. Plus vous en savez, plus vous serez résilient dans cet environnement, parce que justement, qu'est-ce qui va faire la différence comparé aux autres ? C'est peut-être que vous avez une culture générale qui est plus large que juste savoir qu'en React, en fait, j'ai un DOM virtuel et que les bonnes pratiques pour régler un composant, c'est ça, et que c'est bien de ne pas mettre 8 composants dans le même fichier, et qu'il faut éviter de redéfinir un composant dans un composant parce que c'est pas idéal, etc. Donc c'est cool de savoir tout ça, mais
honnêtement, c'est une connaissance qui vous est utile à un instant T, qui sera utile pendant une période relativement courte de votre vie, parce qu'il y a 9 chances sur 10 que dans 15 ans, on ne fasse plus de React. On fera autre chose. Donc tu reviens sur le fait que la techno en tant que telle, c'est un outil. La techno en tant que telle, c'est un outil. Mais comme aujourd'hui, si tu es développeur React, si tu croises quelqu'un qui fait encore du jQuery, tu vas te foutre de sa gueule. C'est pas gentil, mais je peux comprendre. Parce que pourquoi utiliser un outil pas très puissant quand on a un outil beaucoup plus puissant à disposition qui va permettre de faire plus simplement la même chose, si ce n'est mieux. Il y a 2 éléments. Le premier, c'est que tu parles de cette connaissance générale te servira quand la boîte va grossir, quand les problématiques vont arriver. La réponse qu'on pourrait aussi y voir, en fait, c'est que les cas où ça va se présenter, au final, c'est assez réduit. Parce que c'est sous réserve que la boîte grandisse. Tu vois, par exemple, si on tire le trait, Facebook, dans leur début, dans leur recherche d'optimiser le moindre microseconde de temps de requête, ils en sont arrivés à réécrire le firmware de leur disque dur, parce que dans leur data center, ces microsecondes gagnées en lecture et en écriture de disques, c'était... mais enfin, tu vois, le nombre de personnes, le nombre de boîtes qui sont à ce niveau-là de problématiques, de volumétrie, tu vois, ou des sujets aussi pointus, on parle de quelques dizaines de boîtes à travers le monde. Donc en fait, pour la très grande majorité des développeurs et développeuses, le fait de devoir un jour se poser la question, tiens, peut-être que là on va choisir UDP plutôt que TCP, on parle de un développeur ou une développeuse sur 1000, sur 10 000. Je sais pas. Le sujet n'est pas vous avez absolument besoin de savoir ça pour pouvoir avancer. Mon sujet, c'est plus où est-ce que vous voulez aller et pourquoi vous faites ce métier-là. A priori, vous avez quand même envie, à terme, de gagner de plus en plus d'argent, d'être de plus en plus, ou de rester employable si le marché change et se contraint. Et forcément, tôt ou tard, il y a quelque chose qui va faire la différence entre les individus d'une même population. Et quand tu recrutes 2 seniors, il y en a un qui sait, l'autre qui ne sait pas. Tu vas dire, je prends celui qui sait plutôt que celui qui ne sait pas. Donc, je ne dis pas que c'est absolument nécessaire à l'instant T de tout savoir sur toute l'informatique. Et je reviens à ma thèse, c'est pas plus compliqué aujourd'hui qu'avant. Parce que les fondamentaux sont finalement, à peu de choses près, relativement les mêmes qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans. Ils ont relativement faiblement évolué. Par contre, on a construit des couches d'outils au-dessus de ces fondamentaux qui sont de plus en plus... je ne vais pas dire complexes, ils sont complexes dans leur conception, mais ils sont de plus en plus simples à utiliser aujourd'hui. Je prends un exemple, je reviens dans l'admin 6, je ne sais pas pourquoi, mais il y a 20 ans ou 30 ans, vous vouliez faire une architecture de haute disponibilité avec des load balancers, avec ce genre de choses. Waouh, c'était du taf, hein. C'était une équipe entière, c'était des moyens de fou. Il fallait racker des load balancers, la plupart étaient propriétaires. Il y avait les balbutiements d'achat proxy, mais il fallait quand même apprendre à le manipuler, à comprendre comment faire le routing de manière intelligente, à régler tout ça. C'était assez rude. Aujourd'hui... Et alors surtout qu'en plus, il faut prendre en compte que quand tu faisais de la haute dispo il y a 20 ans ou 30 ans, la haute dispo, c'était sur des volumes de requêtes qui sont bien inférieurs à ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Ça dépend, parce que moi, je me souviens de mon stage à la Direction Générale des Impôts. C'était la 2e année où il y avait la télédéclaration des revenus. Et la première année, ça avait été un échec catastrophique. Donc, j'ai passé l'ensemble de mon stage à être sûr de tenir l'objectif qui était d'arriver à avoir 10 millions de déclarations en l'espace d'1 heure. C'était quand même une sacrée volumétrie pour l'époque. Pour 2005, c'était pas mal. Alors, et même encore aujourd'hui, pour le coup, 10 000 connexions en 1 heure, c'est un trafic qui est honorable par rapport à ce Ça dépend de la complexité des calculs que vous faites derrière, mais oui, ça reste un trafic honorable. A priori, si vous avez ce volume-là, il y a des chances que vous faites déjà pas mal d'argent. Ce qui est le cas des impôts. Ce qui est le cas Oui. Oui, enfin aujourd'hui ils sont plutôt déficitaires, mais mais c'est un autre débat. C'est un autre débat.
Non, pour en revenir, c'était extrêmement complexe de monter une architecture de haute disponibilité. Pour peu que l'architecture soit en plus multisite, c'était presque impensable et presque inaccessible pour 99,9% des boîtes du marché, tellement c'était des investissements colossaux et une complexité très difficile à absorber. Aujourd'hui, vous voulez de la haute dispo multisite, voire multi-cloud, je ne vais pas dire que c'est 3 clics, mais... C'est quelques clics. Pas loin, hein. Ouais. Je veux dire, la plupart des providers, que ce soit même les providers souverains, comme on les aime à parler d'eux aujourd'hui, ou les providers américains type AWS, ça reste assez facile de mettre en place ce genre de mécanisme avec tous les outils qui ont été construits finalement dans ces 30 dernières années. Et vous n'avez pas forcément besoin de maîtriser exactement comment va marcher l'outil. Ça peut être utile, mais vous n'avez pas besoin de le maîtriser. Par contre, si vous êtes sensible à qu'est-ce que ça veut dire la disponibilité, peut-être que dans le choix des outils que vous ferez, il y aura peut-être un impact à la hausse ou à la baisse en fonction de qu'est-ce que vous avez choisi par rapport à vos contraintes. Ouais. Donc, ce n'est pas indispensable de savoir, de maîtriser, d'être capable de recoder HAProxy, Nginx, etc. Mais comprendre un tout petit minimum dans les grandes lignes comment ça marche. Franchement, ça coûte 15 minutes de lecture et vous n'avez même pas besoin de rentrer derrière dans le sujet. Ouais. Sur ce point, je suis complètement aligné. Je pense qu'effectivement, on a quand même, de manière globale, on a réussi sur ces dernières décennies en fait, à baisser la barrière à l'entrée, parce qu'effectivement, faire de l'assembleur, c'était clairement pas accessible à tout le monde. Faire de la programmation de microprocesseurs directement, c'était clairement pas accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, effectivement, tu peux construire une application ou un service ou un SaaS de manière extrêmement simple. Donc, on a baissé la barrière à l'entrée sur ce métier qui est quand même un métier formidable. Et si on rajoute les détracteurs du low-code et du no-code, il y a même plein de choses que vous pouvez construire qui sont au final de l'informatique, que vous le voyez ou qu'on le veuille ou non, qui permettent de faire plein de choses sans connaissance particulière du langage de la machine. Complètement. Et ce qui est important, c'est de comprendre le problème et comment je résous mon problème. Mais tu vois, donc, malgré cette simplification ou cette barrière à l'entrée qui a baissé au fur et à mesure des années sur ces dernières décennies, on a pu constater qu'au même moment, la demande en développeurs et en développeuses n'a fait qu'augmenter. C'est-à-dire que la demande du marché aujourd'hui, on prend il y a 4 ans ou il y a 5 ans, était, je ne sais pas combien de facteurs fois plus importante que ce que c'était avant qu'on ait tous ces outils de simplification. Pourquoi est-ce que pourquoi tout le monde semble dire que l'IA va faire en sorte qu'on va permettre d'avoir besoin de moins de développeurs, alors que justement, on a démontré jusque-là avant que en libérant beaucoup de développeurs et de développeuses de comment est-ce qu'on crée un site web pour le coiffeur du coin, tu vois, on a libéré énormément de temps aux développeurs, on en a malgré eu besoin de plus en plus. Pourquoi est-ce qu'avec l'IA, on va avoir besoin de moins de développeurs, alors que du coup, on pourrait suivre la même logique? Alors, il y a plusieurs différences. Le marché a augmenté en termes de besoins aussi parce que le marché en termes d'usage a augmenté de manière exponentielle. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de smartphone. Donc, on faisait que des apps web. Il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, il y avait presque personne qui était sur Internet. Si je prends il y a 20 ans, il n'y avait pas tant de monde que ça qui était sur Internet. Là, aujourd'hui, quasiment tout le monde, entre guillemets, dans les pays développés, même si j'aime pas trop le terme, mais entre guillemets, dans les pays qui ont de l'argent, a Internet. Même aujourd'hui, dans beaucoup de pays d'Afrique et un peu partout, même dans des régions qui commencent à être isolées d'Afrique, il y a Internet. L'Internet sans fil, 4G, 5G, etc. ont permis un essor explosif finalement des utilisateurs. Donc forcément, comme l'utilisation augmentait plus vite et les besoins augmentaient plus vite que la capacité à produire malgré la simplification, on a toujours besoin de plus de monde. Arrive quand même un moment où le marché commence à être un peu mature. Aujourd'hui, on n'a plus d'augmentation exponentielle du nombre d'utilisateurs d'Internet. Les gens sont à peu près tous équipés.
d'un smartphone, voire d'une tablette, d'un PC, etc. Je connais très très peu de gens, mais il y en a, hein, mais généralement c'est par conviction plus que par problème, en tout cas en France, qui n'en ont pas. Je crois qu'effectivement, de mémoire, je crois que c'est à peu près 2/3 de l'humanité qui se connecte à Internet au moins une fois par mois. Je crois que c'est un truc comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Et puis, je crois qu'il y a plus de PC que de PC personnels qu'il y a d'habitants, de population dans le monde. Je crois qu'il y a plus de smartphones par habitant que d'habitants dans certains pays. Enfin, aujourd'hui, on est arrivé à un marché qui est quand même très mature. Alors oui, il y a sans arrêt des nouveaux smartphones avec des nouvelles technologies. Enfin, nouvelles technologies, tout est relatif. Hein. Super, il y a un nouvel emoji sur le nouvel iPhone, achetez-le. Ouais, je sais pas si tu as besoin vraiment du nouvel emoji, quoi. Mais bon, après, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais l'appareil photo, il est tellement mieux, etc. Mais bref. Donc les besoins ont explosé. Il y a aussi un deuxième impact, non seulement les besoins ont explosé, mais il y avait un certain nombre d'activités qui n'étaient pas digitalisées à l'époque. Et avec l'explosion de l'adhésion à Internet et de l'accès à Internet, on a aussi digitalisé énormément de fonctions, notamment les impôts. Aujourd'hui, presque plus personne ne fait sa déclaration d'impôt en papier. Il y a un certain nombre de services, que ça soit public ou pas public, où aujourd'hui, c'est plus du papier. Aujourd'hui, quand votre médecin vous dit « j'ai pas la carte vitale, il va falloir que tu envoies la fiche de soins », personnellement, moi je suis vraiment pas content parce que ça m'embête énormément d'envoyer du papier alors que c'était la norme il y a quelques années. Et donc on a digitalisé énormément de choses. Bien, mal, avec de la dette technique, tout ce qu'on veut, etc. Mais n'empêche que le niveau de maturité de qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui sur Internet versus il y a 30 ans n'est pas du tout le même de manière significative, à tel point qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont une espèce de phobie de parler aux gens au téléphone en mode non, je peux t'envoyer un texte ou pourquoi dans l'appli je peux pas cliquer à tel endroit pour dire que je suis pas content là-dessus, pourquoi il faudrait que j'appelle pour dire que je suis pas content. Donc oui, on a le paradigme, il a changé. Ce que change l'IA, c'est que déjà le facteur de transformation est beaucoup plus important que les simplifications précédentes. Parce qu'avant on a simplifié, mais c'était une simplification qui était longue au cours du temps. Mine de rien, quand on regarde l'âge de ce qu'on utilise aujourd'hui, alors on va me dire, ouais, mais React, c'est pas si récent, 2017, 2018, je sais pas la date exacte, 2016 peut-être. Et encore, avant, c'était les versions bêta, en fait, ça a explosé que depuis 2019, 2020, j'en sais rien. Bon, c'est un peu plus vieux que ça, je crois. Mais parce que j'ai dû en faire en 2017. C'est React Native qui est venu un peu plus tard. Je crois que c'est peut-être 2015. Enfin bref, peu importe. Mais c'est pas React en tant que tel qui a révolutionné tout azimut les choses. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs tentatives d'avoir des frameworks équivalents qui d'ailleurs même ont parfois commencé avant avec du Angular, avec du Vue, avec du Meteor, avec... je connais pas tous ceux qui sont morts sur l'échafaud du développement mobile, mais il y en a au moins 6 ou 10 de plus. Et ça, c'est que pour l'écosystème JavaScript. De la même manière que Ruby a mis énormément d'années avant d'éclater, et ce qui a permis de dynamiser Ruby à l'époque, je vais dire 2004-2005, c'était Ruby on Rails qui a changé ce langage en mode ouais, ok, fine. Ah ouais, mais en fait, tu peux construire des API hyper facilement avec ça, et c'est cool. Et même Java, aujourd'hui, plus personne fait des EJB et des trucs comme à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde fait du Spring Boot en mode vas-y, c'est cool. Pourquoi j'utiliserais des trucs de l'époque pour faire du dynamic web, ce qui était d'une complexité. Donc la complexité, c'est réduite, mais lentement, de manière lente dans le temps. Alors que sur l'IA, ça a été un choc assez rapide, finalement. En espace d'un an, on est passé de tout le monde dit ouais, ça génère que de la merde, ça m'intéresse pas, va-t'en, à un an plus tard où les gens ont dit ouais, je peux plus m'en passer, c'est trop cool. Voire certains qui te disent j'ai repris goût à faire du code parce que je m'amuse à nouveau alors que j'avais arrêté de m'amuser et maintenant je m'amuse à lui demander des choses de plus en plus compliquées, à essayer de lui mettre de plus en plus de problèmes, façon de parler, mais dans la face.
à lui demander de me faire 5-6 variantes, comme ça je garde la variante qui me plaît le plus, etc. Et donc ils ont un nouvel outil, et j'ai presque envie de dire un nouveau jouet avec lequel jouer, mais qui change radicalement les choses. Moi j'étais parmi les premiers à dire ouais c'est cool pour faire un script de temps en temps. Depuis, allez, je vais dire février-mars de cette année, le shift il a été brutal. En l'espace d'un mois ou deux, je suis passé de j'en veux pas de ce truc-là, ça m'apporte rien à ah ouais, non, je sais plus m'en passer en fait. Ouais. Je sais vraiment plus m'en passer. Limite, quand le truc il tombe, je suis pas content quoi. Alors, on voit effectivement des. Alors, je sais pas si c'est des rumeurs, mais en tout cas, il se dit qu'on commence à recruter des gens pour corriger le code généré par des curseurs Codex, Windsurf et autres, ce qui est une possibilité, mais je pense que ça va rester anecdotique. Mais tu vois, j'entends ce que tu dis sur la rapidité du changement. Alors, je ne sais pas si c'est de l'optimisme de ma part, mais moi, dans ce que je vois dans l'usage que je peux avoir de curseur, c'est qu'il y a quand même un besoin d'une certaine maîtrise technique pour pouvoir l'orienter, le guider et l'amener à prendre certains chemins qui correspondent plus à ce que toi, tu as envie de faire. Et tu vois, je me dis quand même que tu vois, de la même manière que une autre analogie que je fais souvent sur ce podcast, c'est l'émergence de YouTube ou de TikTok qui permettent en fait à des créateurs de contenu à travers le monde entier de faire des contenus fabuleux. Ça n'empêche pas qu'on continue à faire des films à l'ancienne. Ça n'empêche pas qu'on continue à faire des films de merde, qu'on fait des films très bons, mais que sur TikTok et sur YouTube, tu vois aussi des créateurs de contenu qui font des trucs brillants avec des moyens moindres. Mais on continue à faire beaucoup plus de films que ce qu'on faisait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Là, la production cinématographique ne s'est jamais aussi mieux portée que les 5 dernières années. Et donc, en fait, mon analogie, c'est de dire, en fait, je pense que ces nouveaux outils vont permettre à ce qu'il y ait plus de gens qui deviennent des créateurs d'applications et des créateurs de services, et que ce métier d'ingénierie que tu évoquais en début d'épisode, sur quasiment notre capacité en fait, à comprendre un problème et d'y apporter une solution, bah, en fait, va se démultiplier. On va avoir de plus en plus de choses qui vont apparaître. Et je pense que notre métier va se changer. C'est-à-dire qu'on va, on va écrire du code en français ou en anglais ou en sanskrit, enfin, dans la langue que tu veux, mais peut-être pas directement en JavaScript ou en C. Mais j'ai quand même un espoir que la demande de développeurs et de développeuses reprenne vers le haut, mais pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord avec toi, et je vais faire un parallèle avec, je ne sais plus comment on appelle ça, mais l'étude des êtres vivants dans d'une population d'êtres vivants. En gros, on est arrivé à un stade, à mon avis, où finalement la population d'individus, on va dire le développeur, mais ça peut être, on va dire, c'est la population de cerfs dans une zone donnée, est devenue trop importante. Et donc, il va y avoir un choc brutal, probablement plus que nécessaire, de la population de développeurs, du fait de ce changement-là. Au début. Qui est du coup peut-être plus un rééquilibrage qui est en économique, on va dire. Qui est en partie un rééquilibrage. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux choses dans ces couples-là. Il y a l'amélioration de l'outil de production, et il y a la réalisation que, pour beaucoup de boîtes, en fait, ils avaient déjà trop de monde comparé à avant. Quelle boîte, quelle grosse boîte, entre guillemets, ne s'est pas mis à réinventer parfois complètement la roue parce que probablement ils avaient trop de temps à tuer et trop de liberté. Tu me parlais de Facebook qui a réimplémenté, je sais plus quoi là. Les firmware de disque dur. Le firmware du disque dur. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de simplifier le problème et d'améliorer les choses ? Je ne sais pas. Je n'étais pas dans la problématique. Mais il y a Criteo qui à un moment s'est mis à réinventer DNS et c'est pas les seuls. Il y a d'autres boîtes qui sont mis à réinventer FTP ou réinventer d'autres choses. Oui, mais peut-être qu'il y avait déjà d'autres choses en fait qui permettaient de simplifier tout ça. Pour gagner quoi ? Est-ce que c'était vraiment là qu'était le problème d'un point de vue business, etc. Je ne sais pas. Donc je pense qu'il y a aussi ce rééquilibrage du fait que même avant l'IA, il y avait
beaucoup de boîtes qui étaient surstaffées en termes de développeurs comparé à ce que ça aurait dû être là-dessus et qui coupent. Deuxièmement, il y a un deuxième phénomène qui est le rendement décroissant du travail. C'est-à-dire, vous avez une boîte de une personne, un développeur, vous rajoutez un deuxième développeur, vous multipliez quasiment par 2 la capacité de production. Vous avez une boîte où il y a déjà 400 développeurs, vous rajoutez 50 développeurs. En fait, le pourcentage que ça augmente est bien moins que l'équivalent des 50 développeurs en pourcentage. Pour que ça soit des pourcentages plus faciles à calculer, j'avais 100 développeurs, j'en rajoute 20, j'ai pas 20% de plus d'efficacité. J'ai peut-être 5%, 6%. Et donc, combiné à des outils, on se dit, et ça paraît logique, de se dire, si un développeur est capable de produire beaucoup plus et que j'en ai beaucoup moins, non seulement je gagne en efficacité, parce qu'ils ont gagné en efficacité, je vais gagner à réduire, mais en plus, comme le rendement était décroissant par rapport à tout ce que j'avais, je vais encore gagner plus. Et donc, il y a un rééquilibrage assez massif. Est-ce que par la suite, ça va repartir à la hausse ? Probablement. Est-ce que ça va réatteindre les niveaux qu'on avait ? Ça, j'en sais rien. Tu vois, je ne sais pas. Mais je pense qu'effectivement, il va y avoir un gros choc. Et ça va repartir avec une pente probablement assez douce, petit à petit, jusqu'à ce qu'on retrouve une situation à peu près d'équilibre de la population par rapport aux besoins réels nécessaires pour avancer sur ces sujets-là, quoi. Ce qui est intéressant, peut-être pour conclure cette conversation, c'est que on est parti de points de vue, on peut dire un peu opposés. C'est-à-dire que moi, je parlais d'une complexification de notre métier, et toi, au contraire, d'une complexité latente, voire même descendante par rapport à ce qu'on avait avant. Mais ce sur quoi on se rejoint, c'est que notre métier n'est pas d'écrire du code, mais de comprendre un métier et d'y apporter une solution, et qu'au final, on se dirige vers un métier qui ne sera plus que ça, de ce que tu dis, et qu'on ne va plus avoir besoin de se préoccuper de est-ce que notre métier c'est d'écrire du code ou pas, parce qu'au final, on ne va plus en écrire. Alors, à très long terme, peut-être. Et je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur les boîtes qui commencent à recruter des gens pour corriger le code produit par l'IA. Il y a de fortes chances que la partie écriture de code qu'on faisait avant va se transformer en une partie relecture de code et correction de code. Aujourd'hui, le bottleneck dans la plupart des boîtes qui produisaient de la valeur, c'était généralement la capacité à produire du code. Et finalement, il y avait du temps qui était passé pour la relecture, selon les boîtes, mais on va dire que chaque boîte faisait bien les choses et qu'elle relisait le code. Il y avait une production peut-être en amont selon comment elle fonctionne, de user story, de maquette, de whatever. Mais souvent, ce qui était le bottleneck à aujourd'hui, c'était la production même du code. Là, ce bottleneck-là a été réglé. Mais du coup, le bottleneck s'est déplacé. Et aujourd'hui, beaucoup de boîtes commencent à se poser la question de « Ah, mais mon bottleneck, il est devenu soit en amont, décider qu'est-ce que je vais faire, soit en aval, relire ce qui a été produit pour s'assurer qu'on ne fasse pas complètement n'importe quoi. » Et forcément, quand on a un bottleneck, qu'est-ce que fait l'esprit humain ? Je vais essayer de réduire mon bottleneck parce que finalement, c'est ce qui est le plus lent dans ma chaîne, donc c'est ce qui va cadencer toute ma chaîne de production. Donc si je suis capable d'améliorer la productivité du bottleneck, en fait, j'améliore l'efficacité de toute ma chaîne de production. Donc ça ne me paraît pas complètement déconnant que certains se disent « je vais embaucher des gens spécifiquement pour relire le code lié par l'AI parce que c'est un bottleneck. » Le bottleneck en amont, de décider quoi faire, la question c'est est-ce que c'est un bottleneck et donc il faut que je trouve plus de gens pour réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, ou est-ce que c'est parce que le reste est peut-être trop sizé et peut-être qu'il faut que je diminue ma capacité de production parce qu'en fait j'ai pas vocation à réinventer tout le business model de la boîte tous les 3 jours, quoi. Et donc, il y a beaucoup de boîtes qui vendent l'IA en mode « Non, mais vous inquiétez pas, c'est pour augmenter la productivité, c'est pour tout ça, qui vont tôt ou tard réaliser que, oui, c'est sûr, ils ont amélioré les différentes étapes, mais s'ils ont un bottleneck en amont on n'a pas grand-chose à leur faire, ils vont assez rapidement se dire on ferme une usine, histoire de gagner de l'argent et d'être un peu plus rentable et de faire plaisir aux actionnaires ou aux patrons. Okay.
Je vois. Merci beaucoup, Adnan, pour cette conversation. J'aurais 2 dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles de ce podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditoristes ? Allez, je vais donner un contenu tech, un contenu non tech. Le contenu tech, alors c'est une vieille Bible, il y en a même 2. Il y en a une, c'est le Knut. Je pense que ça fait pas de mal à aujourd'hui de le lire, voire de le relire. Alors, je ne connais pas du tout. Tu pourras chercher. The Art of Computer Programming de Knut. Il y en avait un autre, mais qui est moins sympa. Mais moi, c'est ce que je lisais aux toilettes il y a 25 ans. C'était Unix Power Tools, qui permettait de mieux comprendre de manière générale. Alors là, c'est plus sur l'outil qu'autre chose. Mais c'est sûr que plus on est efficace là-dessus, plus indirectement, ça crée aussi un skill set qui est utile. Et c'est très difficile aujourd'hui de trouver... Moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de recruter un admin 6 ou quelqu'un qui comprend comment faire de l'admin 6. Alors, on peut appeler ça Senior Reliability Engineer, appeler ça comme DevOps, appeler ça comme vous voulez. Bon, au final, c'est la même chose. En essence, désolé. Que de recruter un développeur. Parce que cette partie-là est devenue beaucoup plus complexe et on ne peut pas dissocier l'outil du fonctionnement. Contrairement au développement où non, tu peux apprendre le nouveau langage avec tes 30 mots-clés, tes 3 design patterns et tu vas t'en sortir. Là, c'est un peu plus hardcore et j'ai beaucoup plus de mal à recruter ça. Voilà pourquoi j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui lisent ce bouquin-là. Notamment, ça parle de TCP, d'UDP. Ok. Et contenu non-tech, c'est plus pour les gens qui travaillent dans les grands groupes. Un magnifique bouquin qui s'appelle « Influence et manipulation ». Déjà de comprendre la différence entre les deux, ce qui est important. Et deuxièmement, parce que c'est tout un tas de choses qui vous permettront soit dans la vie d'éviter de vous faire avoir. Je pense que c'est le principal avantage. Et dans l'autre sens, de comment potentiellement influer sur les autres. Pas forcément sur YouTube en faisant des vidéos à danser, mais comment influer pour faire peser éventuellement votre point de vue ou vos décisions à l'intérieur d'une organisation. Ok. Et la dernière question, qui est peut-être la plus importante de ce podcast, Adnan, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Alors, il y a 25 ans, j'étais plutôt espace. Okay. Aujourd'hui, c'est même pas un sujet. J'avoue, je vois même pas qu'est-ce qu'on utilise. Tellement, peu importe le langage de programmation que vous utilisez, en fait, vous avez mis normalement un prettier ou un linter ou n'importe quoi que vous ayez mis l'un, gérer l'autre. Ce qui est important, c'est que dans une même base de code, que ça soit cohérent, parce que sinon, ça pique les yeux. Et la plupart des IDE aujourd'hui font la différence pour vous de toute façon. C'est-à-dire que vous avez mis un tab ou un espace, même si c'est une chaîne de 2 espaces, si vous dites revenir en arrière, il revient de 2 espaces comme si c'était une tabulation. Donc, je la sens même plus, cette différence-là, aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Adnan. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir suivi cette conversation. Voilà, je pense que le message qui en reste, c'est qu'on a un métier qui est en train de changer, mais qui en même temps est en train de rester le même. C'est qu'on est là pour résoudre des problèmes. Il faut avoir un maximum d'outils dans sa besace pour le faire. Donc continuez à vous cultiver sur tout ce qui fait la beauté de notre métier, dans tous ces aspects, dans toutes ces aspérités, aussi d'une certaine manière, parce que c'est aussi comme ça qu'on se démarque. Je vous remercie beaucoup aussi de partager ce podcast autour de vous. N'hésitez pas à aller checker en description le lien vers le Tipeee si vous souhaitez contribuer à ce podcast. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, que de bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.